Il y a des personnes qui vivent sous le même toit depuis des années et qui pourtant ne se touchent plus vraiment. Pas de disputes violentes, pas de trahison évidente. Juste ce silence qui s'est installé doucement, comme la brume, sur un champ en automne. Et un matin, l'un des deux se retrouve assis à table, à regarder l'autre boire son café. Et il se demande « Pourquoi est-ce que cette personne occupe encore mes pensées ? Et pourtant je me sens si seul. » Pourquoi ceux qui ont tant aimé finissent-ils par se perdre si complètement ? C'est la question qui va traverser tout ce que Christophe André va partager ici avec vous. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre quelque chose d'essentiel, quelque chose que personne ne vous a jamais dit avec ces mots-là. Parce que si vous partez maintenant, cette brume dont je vous parle, elle va continuer à s'épaissir. Et ce que vous perdrez, ce n'est pas seulement une relation, c'est la version de vous-même qui savait encore aimer. Alors restez. Ce que vous allez apprendre ici peut changer la trajectoire de votre couple dès aujourd'hui. Il y a quelque chose de particulier dans la façon dont une personne peut occuper l'esprit. Ce n'est pas toujours agréable d'ailleurs, parfois c'est doux, comme une lumière filtrée à travers les volets le matin. Parfois c'est lourd, comme une pierre qu'on porte dans la nuque depuis des semaines, sans pouvoir la poser. Quand quelqu'un occupe trop vos pensées, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas un caprice de l'imagination. C'est votre psychisme qui vous envoie un message. Et ce message mérite d'être écouté avec toute la sérieux qu'il demande. Christophe André a passé des décennies à observer la vie intérieure des gens. À écouter ces hommes et ces femmes qui arrivent dans son cabinet avec des mots qui semblent banals, mais qui cachent des abîmes. Je n'arrive plus à me concentrer, je pense tout le temps à lui, je pense tout le temps à elle, je ne sais plus si c'est de l'amour ou de l'angoisse. Et ce qu'il a compris, au fil de ces conversations, c'est que la rumination autour d'une personne aimée est l'un des signaux les plus puissants que nous envoie notre monde intérieur. C'est une alarme. Souvent mal interprétée, souvent ignorée, et cette ignorance coûte très cher. Alors prenons le temps aujourd'hui de comprendre ce qui se passe vraiment. Imaginez une scène ordinaire. Un mercredi soir, vers 19h30, une femme rentre chez elle après une journée épuisante. Son mari est déjà là, assis devant la télévision. Elle pose ses affaires, elle dit bonsoir. Il répond sans se retourner. Elle prépare le dîner, il mange en regardant les informations. Il parle de la voiture qui a besoin d'un contrôle technique, du rendez-vous chez le médecin du mois prochain, peut-être d'une facture à régler. Puis chacun va de son côté. Et la nuit tombe sur cette maison comme elle tombe sur toutes les autres. En apparence, rien d'extraordinaire. Pas de cris, pas de larmes, pas de claquement de porte. Et pourtant, allongée dans le noir, cette femme pense à son mari. Elle n'arrête pas d'y penser. Elle rejoue des scènes vieilles de plusieurs années. Elle cherche le moment précis où quelque chose a changé. Elle se demande s'il pense à elle aussi. Elle se demande si elle l'est. Et cette question-là, elle la tourne et la retourne dans sa tête jusqu'à 2h du matin, sentant une tension sourde qui monte depuis la base de sa gorge, quelque chose de serré, de retenu, comme si les mots qu'elle n'a jamais dit s'étaient accumulés là depuis des années. Bueno, mieux vaut dire, cette scène, Christophe André l'a entendue sous 1000 formes différentes. Et ce qu'elle révèle n'est pas anodin. Cette femme ne pense pas à son mari parce qu'elle l'aime passionnément. Elle pense à lui parce qu'il y a un lien blessé, un besoin non satisfait, une connexion qui s'est effritée sans que personne ne l'ait vraiment vu venir. La rumination relationnelle, c'est le nom que la psychologie donne à ce phénomène. Ce n'est pas de la tendresse, ce n'est pas de la nostalgie douce. C'est un signal d'alarme que le cerveau envoie quand quelque chose d'important dans notre vie affective est en danger. Et ce signal, si on ne l'écoute pas, si on continue à le noyer sous les tâches quotidiennes, sous la fatigue, sous ce faux confort du silence partagé, il finit par se transformer en quelque chose de beaucoup plus sombre. Et si vous vous reconnaissez dans cette scène, si quelqu'un dans votre vie occupe vos pensées d'une façon qui vous pèse, d'une façon qui vous empêche de dormir ou de vous concentrer, alors ce que vous allez découvrir ici vous concerne directement.
Parce que cette pensée obsédante, cette présence mentale d'une personne qui pourtant est là, juste à côté de vous, c'est peut-être le signe le plus clair que votre relation a besoin de vous maintenant. Pas demain. Maintenant, si ces questions vous touchent, si vous vous dites que vous n'êtes peut-être pas le seul ou la seule à vivre cela, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que ce que Christophe André partage ici, c'est exactement pour vous, pour ceux qui cherchent à comprendre, à guérir, à aimer mieux. Et laissez un commentaire en bas. Est-ce que cette personne qui occupe trop vos pensées, c'est quelqu'un que vous aimez encore ou quelqu'un que vous ne savez plus comment aimer? Cette question mérite d'être posée à voix haute. Maintenant, parlons de ce qui se passe vraiment quand on ne fait rien. Pourquoi ceux qui ont tant aimé finissent-ils par se perdre si complètement? Cette question n'est pas rhétorique. Elle a une réponse et cette réponse est à la fois simple et brutale. Ils se perdent parce que personne ne leur a appris que l'amour est une plante vivante, qu'il a besoin d'eau, de lumière, d'attention, qu'il ne suffit pas de l'avoir planté un jour pour qu'il continue à fleurir tout seul. Et quand on néglige une plante, elle ne meurt pas d'un coup. Elle jaunit lentement, feuille après feuille, tige après tige, jusqu'au jour où il ne reste plus qu'une forme vide dans un pot de terre sèche. La déconnexion émotionnelle dans le couple fonctionne exactement de cette façon. Elle est progressive, elle est insidieuse, et le plus dangereux, c'est qu'elle ressemble longtemps à de la normalité. Les gens disent « c'est la vie, on est fatigué, on a nos habitudes, c'est normal après tant d'années ». Et c'est vrai que la passion des premiers mois ne peut pas durer éternellement. Christophe André est le premier à le dire. Ce n'est pas ce qu'il demande. Ce qu'il demande, c'est quelque chose de différent. Ce qu'il appelle la présence réelle. Cette capacité à être là, vraiment là, avec l'autre. Pas à côté. Pas en train de penser à autre chose. Là. Et quand cette présence disparaît, quand les deux partenaires vivent côte à côte comme deux arbres dont les racines ne se touchent plus, le terrain devient fertile pour quelque chose de très douloureux. La psychologie clinique appelle ça le divorce émotionnel. Ce n'est pas encore la séparation légale, c'est pire d'une certaine façon. C'est vivre avec quelqu'un et ne plus le sentir. C'est partager un lit et dormir seul. C'est sourire en société et rentrer dans un silence qui pèse des tonnes. Et voici ce que Christophe André veut que vous compreniez avec une clarté absolue. Ce divorce émotionnel ne reste pas entre deux personnes. Il se répand, comme une moisissure dans une maison humide. Il contamine l'atmosphère familiale entière. Il s'infiltre dans les pièces, dans les repas, dans les conversations du soir. Et les enfants, s'il y en a, le respirent. Pas besoin de cris pour que des enfants sentent la tension entre leurs parents. Ils l'aperçoivent dans la façon dont leurs parents évitent de se regarder. Dans le ton légèrement trop poli d'une conversation. Dans cette absence de chaleur qui règne sur une maison pourtant bien chauffée. Des études en psychologie du développement sont formelles là-dessus. Les enfants qui grandissent dans des foyers où les parents sont émotionnellement déconnectés présentent des niveaux d'anxiété significativement plus élevés. Ils développent plus fréquemment des difficultés dans leurs propres relations affectives à l'âge adulte. Ils apprennent, sans le savoir, que l'amour est froid, que la proximité physique ne signifie pas la connexion, que les mots du soir sont des formules vides, et ils emportent cet apprentissage avec eux pendant des décennies, parfois toute leur vie. Si, c'est ce que l'on transmet sans le vouloir, pas par malveillance, par épuisement, par habitude, par cette conviction que les choses ne peuvent pas changer, qu'il est trop tard, que c'est ainsi. Mais Christophe André refuse cette résignation. Avec une douceur ferme qui lui est propre, il dit « Non, 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 il n'est jamais trop tard pour qu'une racine retrouve de l'eau. » Mais avant d'arriver aux solutions, il faut regarder en face ce qui se passe quand on continue à ignorer ces signaux. Parce que comprendre le danger avec précision, c'est ce qui donne l'élan pour agir. Imaginons que cette femme dont je vous parlais tout à l'heure, celle qui ne dort plus, qui pense à son mari sans pouvoir s'arrêter, ne fasse rien, qu'elle se dise « ce n'est pas si grave, ça va passer, on a connu pire ». Voilà ce qui arrive très souvent quand on laisse cette brume s'épaissir sans intervenir.
Dans un premier temps, la rumination s'intensifie. Les pensées deviennent de plus en plus chargées. On commence à rejouer non seulement les moments de froideur récents, mais aussi les vieilles blessures. Des mots dits il y a 10 ans qui n'ont jamais été vraiment réparés. Des promesses oubliées. Des moments d'humiliation discrète. Et cette accumulation crée quelque chose que Christophe André appelle le ressentiment silencieux. C'est l'une des forces les plus destructrices qui existent dans une relation. Parce qu'il ne se dit pas, il se sent. Il s'accumule dans les mâchoires serrées le matin, dans les épaules raides quand l'autre entre dans la pièce, dans cette façon de répondre avec un laconisme qui ressemble à de l'indifférence, mais qui est en réalité une douleur mal digérée. Et le ressentiment silencieux, s'il n'est pas nommé, s'il n'est pas accueilli et transformé, devient quelque chose de plus lourd encore. Il devient du mépris. Et là, Christophe André rejoint les travaux du psychologue américain John Gottman, qui a passé des décennies à étudier les couples. Gottman a identifié 4 comportements qu'il appelle les 4 cavaliers de l'apocalypse relationnelle. La critique, le mépris, l'attitude défensive et le retrait. Et le plus dévastateur de tous, celui qui prédit avec la plus grande précision la séparation future, c'est le mépris. Ce léger haussement d'épaule, ce sourire en coin quand l'autre parle. Cette façon de ne plus vraiment écouter parce qu'on a déjà décidé que ce que l'autre dit ne vaut pas grand-chose. Vous voyez comment on arrive là? Pas par une décision consciente. Par une succession de petits renoncements, par cette habitude de ne pas dire ce qu'on ressent, par cette fatigue de se battre pour être entendu, par cette résignation qui s'installe comme un gel tardif sur un jardin qu'on croyait à l'abri. Et pendant ce temps, les pensées continuent. Pourquoi ceux qui ont tant aimé finissent-ils par se perdre si complètement? Parce que personne n'a posé les mains dans la terre au bon moment. Mais il y a quelque chose que Christophe André veut que vous sachiez maintenant, quelque chose qui arrive souvent à ce stade et que beaucoup de gens ne voient pas venir. Quand le ressentiment est profond, quand le mépris a commencé à s'installer, l'un des 2 partenaires, ou parfois les 2 simultanément, commence à chercher ailleurs ce qu'il ne trouve plus à la maison. Pas nécessairement une liaison physique, bien que cela arrive aussi, mais une connexion émotionnelle avec quelqu'un d'autre. Un collègue qui écoute vraiment, une amie qui comprend sans juger, quelqu'un qui offre cette reconnaissance, cette chaleur, cette présence que le couple n'arrive plus à fournir. Et là, la tentation est grande. Parce que cette nouvelle connexion semble miraculeuse comparée à la sécheresse du foyer. Elle semble prouver que le problème, ce n'est pas moi, c'est nous, ou pire encore, c'est lui, c'est elle. Et parfois, cette connexion extérieure devient une trahison, pas toujours, mais souvent. Et quand la trahison arrive, elle ne détruit pas seulement le couple, elle détruit la confiance de chacun en lui-même. Elle laisse des cicatrices qui mettent des années à guérir, elle projette une ombre sur les enfants, sur la famille élargie, sur tous ceux qui croyaient en cette histoire. Voilà ce que coûte l'inaction. Voilà ce que coûte de continuer à se dire que ça va aller tout seul. Et pourtant, Christophe André n'est pas là pour vous faire peur pour le plaisir. Il n'est pas là pour noircir un tableau déjà sombre. Il vous dit tout cela parce qu'il croit profondément, avec toute son expérience clinique et toute sa connaissance de la nature humaine, que ces dynamiques peuvent être interrompues, que la plante peut être ressuscitée, que le lien peut être renouvelé. Mais il faut agir, et il faut comprendre comment. Alors parlons de ce que l'on peut faire, concrètement, avec douceur et avec rigueur. La première chose que Christophe André enseigne, et peut-être la plus difficile à accepter pour beaucoup de gens, c'est que la connexion émotionnelle ne se rétablit pas par la force. On ne peut pas décider de se reconnecter à quelqu'un comme on décide d'allumer une lampe. Ce n'est pas un interrupteur, c'est un processus qui commence toujours par la même chose, la présence attentive. La présence attentive en pleine conscience, c'est l'art d'être là sans être ailleurs. Et dans le contexte du couple, cela signifie quelque chose de très concret. Cela signifie qu'au moment où votre partenaire vous parle, vous posez ce que vous êtes en train de faire, pas physiquement seulement, mentalement.
Vous posez vos soucis, vos listes de choses à faire, vos pensées parasites. Vous tournez votre attention vers cette personne comme on tourne son visage vers le soleil, complètement, sans réserve. Cela semble simple, n'est-ce pas? Et pourtant, combien de fois par semaine le faites-vous vraiment? Combien de fois avez-vous répondu à votre partenaire en pensant à autre chose? Combien de fois avez-vous regardé votre téléphone pendant qu'il ou elle vous racontait quelque chose d'important pour lui ou pour elle? Christophe André ne dit pas cela pour culpabiliser. Il le dit parce que c'est là, précisément là, que commence le fossé, dans ces micro-absences répétées, dans ces moments où l'autre parle et où on n'est plus vraiment là. Le cerveau humain est extraordinairement sensible à ces absences. Notre partenaire les ressent dans ses épaules, dans la façon dont sa voix perd de l'élan, dans cette légère contraction qui se produit quelque part entre ses tempes quand il comprend, sans le formuler consciemment, qu'il n'est pas vraiment entendu. Alors la première pratique, la plus fondamentale, c'est celle-ci. Choisissez un moment dans votre journée, un seul moment, et offrez-le entièrement à votre partenaire. 15 minutes, 20 minutes, pas plus au début. Mais 15 minutes de présence totale. Pas de téléphone, pas de télévision, pas de distraction. Juste deux personnes qui se regardent et qui parlent ou qui se taisent ensemble d'un silence qui n'est pas froid mais habité. C'est ce que Christophe André appelle le rituel de connexion. Et il le considère comme l'un des actes les plus profonds qu'un couple puisse poser. Mais il y a quelque chose qui rend cette pratique difficile. Et c'est le deuxième point que Christophe André veut aborder avec vous. Pourquoi ceux qui ont tant aimé finissent-ils par se perdre si complètement? Parce qu'ils ont cessé d'être curieux l'un de l'autre. Au début d'une relation, on veut tout savoir, on pose des questions. On écoute les réponses avec une attention passionnée. On est fasciné par les pensées de l'autre, par ses peurs, par ses rêves, par la façon dont il voit le monde, et puis progressivement, on croit le connaître. On pense savoir ce qu'il va dire avant qu'il le dise, on anticipe ses réactions, on classe ses opinions, et cette conviction de connaître l'autre, aussi confortable qu'elle soit, est l'une des plus grandes illusions de la vie de couple, parce que les êtres humains ne sont pas statiques. Ils évoluent, ils changent. Leurs peurs changent, leurs désirs changent, leurs blessures se transforment. Et si on cesse d'être curieux, si on cesse de demander, de s'étonner, de découvrir, on se retrouve à aimer une image figée de quelqu'un plutôt que la personne vivante qui est là, en face de soi. La pratique que Christophe André propose ici est aussi simple qu'elle est puissante. Elle s'appelle la question ouverte du soir. Chaque soir, ou le plus souvent possible, posez à votre partenaire une question à laquelle il ou elle ne peut pas répondre par oui ou par non. Une vraie question. Pas « Est-ce que ta journée s'est bien passée ?» Mais qu'est-ce qui t'a le plus surpris aujourd'hui? Ou y a-t-il quelque chose que tu aurais voulu faire différemment? Ou encore avec un sourire. Si tu pouvais changer une seule chose dans notre quotidien en ce moment, ce serait quoi? Ces questions semblent légères, elles ne le sont pas, elles ouvrent des portes. Elles invitent l'autre à exister dans sa complexité plutôt que dans sa fonction. Et elles créent quelque chose d'essentiel dans un couple, le sentiment d'être vu. Être vu. C'est peut-être le besoin le plus fondamental de l'être humain dans une relation. Pas admiré, pas idéalisé. Vu, dans ses imperfections, dans ses doutes, dans ses élans et dans ses retraits. Et quand quelqu'un se sent vu par son partenaire, quelque chose s'allume dans ses yeux, quelque chose revient, quelque chose qui ressemble beaucoup à de la vie. Maintenant, il y a un obstacle que beaucoup de gens rencontrent quand ils essaient de mettre ces pratiques en place. Et Christophe André veut en parler franchement, parce que l'ignorer serait vous rendre un mauvais service. Cet obstacle, c'est la peur de la vulnérabilité. Beaucoup de gens, en particulier dans des générations qui ont appris que montrer ses émotions était une faiblesse, ont développé une armure émotionnelle très solide. Ils ont appris à gérer, à faire face, à ne pas se plaindre. C'est une force admirable dans bien des contextes.
Mais dans une relation intime, cette armure devient un obstacle. Elle empêche l'autre d'entrer. Elle maintient une distance qui se déguise en dignité, mais qui est au fond une forme de solitude choisie. Christophe André dit souvent, avec cette légère ironie bienveillante qui lui est caractéristique, « Nous avons tous appris à être forts. Le problème, c'est que nous avons oublié qu'être touchable n'est pas une faiblesse. C'est une condition de l'amour. Être touchable, voilà un mot qui mérite qu'on s'y arrête. Être touchable, c'est accepter que les maux de l'autre vous atteignent vraiment, que ses joies vous réjouissent pour de vrai, que ses peines vous affectent dans les paumes des mains, dans cette légère chaleur ou ce léger froid qu'on ressent quand on est vraiment présent à la douleur de quelqu'un qu'on aime. C'est accepter de ne pas toujours savoir, de ne pas toujours avoir la solution, de ne pas toujours être fort. Et la pratique qui correspond à cela, que Christophe André recommande et qu'il tire des recherches sur la vulnérabilité de Brené Brown, c'est ce qu'il appelle la révélation partagée. Une fois par semaine, au minimum, partagez avec votre partenaire quelque chose que vous n'avez pas dit, pas un reproche, pas une plainte. Quelque chose de votre monde intérieur que vous gardez habituellement pour vous. Une peur, un doute, un souvenir qui vous est revenu, un désir que vous n'avez jamais osé formuler, pas un grand discours, pas une confession dramatique, juste une petite fenêtre ouverte sur votre intériorité. Et voilà ce qui se passe, presque toujours, quand on fait cela. L'autre se sent autorisé à faire de même. La vulnérabilité est contagieuse dans le bon sens du terme. Elle crée un espace de sécurité où l'autre peut aussi déposer quelque chose qu'il portait seul. Et dans cet espace, quelque chose de très ancien et de très précieux se réveille, la confiance. Parce que la confiance dans un couple ne se construit pas seulement sur la fidélité, elle se construit sur la fiabilité émotionnelle. Sur le fait de savoir que quand je vous montre quelque chose de fragile en moi, vous ne le retournerez pas contre moi, que vous le recevrez avec soin, que vous en ferez quelque chose de doux. Mais voilà un autre moment pour s'arrêter et se demander, est-ce que cette description vous parle? Est-ce que vous avez, dans votre propre histoire, un moment où vous avez essayé d'être vulnérable et où l'autre n'a pas su recevoir ce que vous offriez? Ou au contraire, est-ce que vous vous souvenez d'un moment où quelqu'un vous a confié quelque chose de fragile et où vous n'avez pas su quoi faire de ce cadeau délicat? Ces moments-là laissent des traces. Ils laissent une tension dans la mâchoire, une espèce de retenue qui s'installe et qui dit « La prochaine fois, je ne dirai rien ». Et c'est ainsi que le silence s'épaissit. Couche après couche, année après année. Alors la question qui se pose maintenant est celle-ci. Comment briser ce silence ? Comment reprendre une conversation qui s'est arrêtée? Il y a peut-être des années, Christophe André a une réponse à cela. Et elle est à la fois simple et exigeante. Elle s'appelle la réparation intentionnelle. La réparation intentionnelle, ce n'est pas s'excuser de tout. Ce n'est pas effacer le passé comme si rien ne s'était passé. C'est reconnaître, avec des mots simples et précis, qu'il y a eu une blessure, que cette blessure existe et que vous êtes prêt à en prendre soin. Cela peut ressembler à quelque chose d'aussi simple que je sais que je n'ai pas été là comme tu en avais besoin. Je ne sais pas toujours comment faire, mais je veux essayer. Et ce n'est pas une faiblesse de dire cela. C'est l'acte de courage le plus difficile et le plus précieux qu'un être humain puisse poser dans une relation. Parce que l'orgueil, dans un couple, c'est l'un des ennemis les plus efficaces de l'amour. Non pas l'orgueil sain, celui qui vous aide à vous respecter vous-même. Mais cet orgueil défensif qui dit « je ne vais pas m'abaisser à demander pardon », c'est à lui de faire le premier pas. Ou « pourquoi est-ce que ce serait toujours moi qui commence ?» Cet orgueil-là, Christophe André le reconnaît avec une légère douceur ironique, est très souvent une façon d'habiller la peur de tendre la main et de ne pas voir l'autre tendre la sienne en retour. Mais voilà ce que l'expérience clinique enseigne. Dans la grande majorité des cas où l'un des deux partenaires fait ce geste de réparation avec sincérité et sans condition, l'autre répond. Pas toujours immédiatement. Pas toujours avec les mots qu'on espérait.
Mais quelque chose change dans l'atmosphère, comme après un orage, quand l'air redevient respirable et que la terre absorbe enfin la pluie qu'elle attendait. Pourquoi ceux qui ont tant aimé finissent-ils par se perdre si complètement? Parce que personne ne leur a dit que la réparation était possible, que ce n'était pas une capitulation mais une semence. Maintenant, parlons de quelque chose que Christophe André considère comme absolument fondamental et qui est, selon lui, dramatiquement sous-estimé dans notre culture, l'importance du toucher. Non, non, non. Pas dans le sens que vous pensez peut-être. Pas uniquement la sexualité, bien qu'elle ait sa place et son importance, mais le toucher quotidien, banal, non sexuel, la main posée sur l'épaule en passant, le baiser sur le front le matin, la pression légère des doigts sur le bras quand on passe à côté. Ces gestes minuscules que l'on cesse souvent de faire après quelques années de vie commune, comme si leur absence était inévitable, comme si c'était le signe d'une relation qui a mûri. Mais ce n'est pas de la maturité, c'est de l'appauvrissement. Le toucher humain déclenche la libération d'ocytocine, ce que les neuroscientifiques appellent l'hormone du lien. Elle réduit le stress, elle renforce la confiance. Elle crée un sentiment de sécurité biologique que rien d'autre ne peut reproduire aussi efficacement. Et dans un couple où le toucher a disparu, quelque chose dans le corps de chacun commence à enregistrer une absence. Une absence que le cerveau interprète, lentement mais sûrement, comme une forme de rejet, comme un signal que l'on n'est plus désiré, plus voulu, plus appartenu. Et cette interprétation-là, même si elle n'est jamais consciente, même si personne ne se dit explicitement « mon partenaire ne me touche plus, donc il ne m'aime plus », cette interprétation travaille dans l'ombre. Elle nourrit l'insécurité. Elle alimente la rumination. Elle fait que quelqu'un occupe trop vos pensées, non pas parce qu'il y est présent, mais parce qu'il y manque. Alors voici une pratique concrète, l'une des plus simples et des plus efficaces que Christophe André recommande. Le rituel du toucher intentionnel. Chaque jour, au minimum une fois, touchez votre partenaire sans raison. Sans préambule, sans attente. Une caresse dans les cheveux, une main tenue quelques secondes de plus, un bras passé autour des épaules pendant qu'il ou elle regarde par la fenêtre. Ce n'est pas spectaculaire. C'est fondamental, parce que ce geste dit, sans un seul mot, « je suis là, tu comptes, tu existes pour moi ». Et voilà quelque chose que Christophe André observe régulièrement chez les couples qui commencent à pratiquer cela. Dans les premières semaines, cela peut sembler forcé, artificiel. L'un ou l'autre peut être surpris, légèrement déconcerté. C'est normal. Quand un geste a disparu depuis longtemps, le reprendre demande un petit courage. Mais si on continue, si on le fait avec constance et avec douceur, quelque chose se dégèle, progressivement, comme la neige au printemps, quand la terre se souvient qu'elle sait encore être chaude. Il y a une autre dimension de la connexion que Christophe André veut aborder maintenant, et c'est peut-être la plus délicate de toutes. C'est la question de l'écoute active et de sa différence avec l'écoute passive. Beaucoup de gens pensent qu'ils écoutent leur partenaire. Ils sont physiquement présents. Ils ne coupent pas la parole. Ils hochent la tête de temps en temps. Mais en réalité, pendant que l'autre parle, ils élaborent leur propre réponse. Ils évaluent ce qui est dit. Ils catégorisent. Ils préparent leur défense ou leur contre-argument. C'est l'écoute passive. Elle donne l'illusion de la communication sans en produire les effets. L'écoute active, telle que Christophe André l'a décrit, c'est tout autre chose. C'est une posture intérieure autant qu'extérieure. C'est décider, consciemment, de mettre en pause votre propre monologue intérieur pour accueillir celui de l'autre. C'est laisser les mots de l'autre entrer sans les filtrer immédiatement par votre propre grille d'interprétation. Et c'est surtout refléter ce que vous avez entendu avant de répondre. Concrètement, cela ressemble à ceci. Votre partenaire vous dit quelque chose, une inquiétude, une frustration, un désir. Et avant de répondre, avant de donner votre avis ou de proposer une solution, vous dites « Si j'ai bien compris, tu me dis que tu te sens ». Et vous reformulez avec vos propres mots ce que vous avez entendu.
Pas pour répéter mécaniquement, mais pour vérifier, pour montrer que vous avez vraiment reçu le message et pour donner à l'autre la possibilité de corriger si vous avez mal compris. Cette technique simple en apparence est révolutionnaire dans un couple qui a pris l'habitude de se mal comprendre. Parce qu'une immense proportion des conflits de couple ne naissent pas d'un désaccord réel, mais d'une mauvaise interprétation. On entend ce qu'on s'attend à entendre. On filtre les mots de l'autre à travers nos propres blessures, nos propres craintes, notre propre histoire. Et on répond à la version de l'autre que l'on a construite dans notre tête, plutôt qu'à la personne réelle qui est là, devant nous. L'écoute active brise ce cycle. Elle crée un espace où la vérité de chacun peut s'exprimer sans être immédiatement déformée. Et dans cet espace, quelque chose de magnifique devient possible. La rencontre réelle. Oui, exacto, la rencontre réelle. Parce qu'il est possible de vivre avec quelqu'un pendant 30 ans et de ne l'avoir jamais vraiment rencontré. De n'avoir jamais vraiment vu la personne derrière les rôles, derrière les habitudes, derrière les masques que chacun porte pour traverser la vie quotidienne. Et cette rencontre, elle peut avoir lieu à 60 ans, à 65 ans, à 70 ans. Il n'y a pas d'âge pour découvrir quelqu'un. Et souvent, ceux qui font cette découverte tard dans leur relation disent que c'est comme voir leur partenaire pour la première fois. Avec une tendresse et une gratitude qui n'existaient pas dans les premières années de passion aveugle. Christophe André aime rappeler ici une vérité que la société tend à ignorer. Les relations les plus belles ne sont pas nécessairement les plus jeunes. Ce sont celles qui ont traversé les saisons, qui ont connu l'été ardent et l'hiver difficile, le gel et le dégel, la sécheresse et l'abondance, et qui, malgré tout cela, malgré les blessures et les maladresses, malgré les années où l'on a manqué de présence et de courage, ont choisi de continuer, de recommencer, de replanter. Maintenant, parlons d'un aspect très concret que Christophe André considère comme souvent négligé. La gratitude dans le couple. Non pas la gratitude performative. Non pas le merci automatique qu'on dit comme on dit bonjour. Mais la gratitude consciente, intentionnelle, celle qui prend un moment pour nommer précisément ce que l'autre apporte dans sa vie. Des recherches en psychologie positive, notamment les travaux de Martin Seligman et de ses collègues, montrent que les couples qui expriment régulièrement une gratitude spécifique, pas générale, mais précise et détaillée, présentent des niveaux de satisfaction relationnelle significativement plus élevés. Et leur résistance au conflit est plus grande. Pas parce qu'ils n'ont pas de conflit, mais parce qu'ils ont construit un substrat de bienveillance qui amortit les chocs. Concrètement, la pratique ressemble à ceci. Une fois par semaine, dites à votre partenaire quelque chose de précis qu'il a fait et qui vous a touché. Pas « tu es quelqu'un de bien ». Mais hier soir, quand tu m'as apporté mon thé sans que je le demande, j'ai ressenti quelque chose de chaud dans le creux de ma main. Ce geste m'a dit que tu m'avais vu, et cela m'a fait du bien. Voyez la différence ? Ce n'est pas un compliment générique. C'est une description précise d'un moment, d'un geste et de l'effet qu'il a produit. C'est une reconnaissance qui dit « je t'ai vu faire cela ». Et ce que tu as fait a eu de l'importance pour moi. Maintenant, et l'effet de cette reconnaissance sur celui qui la reçoit est extraordinaire, parce que nous avons tous besoin de savoir que nos actes d'amour sont perçus, que les efforts que nous faisons, même les petits, même ceux qui semblent insignifiants, ne passent pas inaperçus. Et quand on sait que l'autre voit et apprécie ces gestes, on est naturellement motivé à en faire davantage. C'est un cercle vertueux, une spirale ascendante. Comme une plante qui reçoit enfin de la lumière après avoir vécu dans l'ombre trop longtemps. Voilà une autre question qui mérite d'être posée ici. Est-ce que vous connaissez le langage de l'amour de votre partenaire ? Gary Chapman, un thérapeute de couple américain, a décrit ce qu'il appelle les 5 langages de l'amour, les mots d'affirmation, le temps de qualité, les cadeaux, les actes de service et le toucher physique. Et sa théorie centrale, que Christophe André trouve particulièrement éclairante, est celle-ci.
Nous n'exprimons pas tous l'amour de la même façon et nous n'avons pas tous besoin d'être aimés de la même façon. Et c'est là que se produit un malentendu que Christophe André a observé des centaines de fois dans son travail. Quelqu'un exprime son amour d'une façon que l'autre ne reconnaît pas comme de l'amour. Par exemple, un homme qui exprime son amour en faisant des réparations dans la maison, en gérant les factures, en s'assurant que tout fonctionne. Et sa femme, dont le langage d'amour est le temps de qualité et les mots d'affirmation, ne reçoit pas ses actes comme de l'amour, elle dit « Il ne me parle jamais vraiment, il ne me dit jamais qu'il m'aime. » Et lui est perplexe parce qu'il a l'impression de tout faire pour elle. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est une incompréhension de langage, et la solution n'est pas de changer qui on est. C'est d'apprendre à parler la langue de l'autre, à faire l'effort conscient et délibéré d'exprimer l'amour d'une façon que l'autre peut recevoir, même si ce n'est pas naturel pour nous, même si cela demande un effort. Et cet effort-là, Christophe André le considère comme l'un des actes d'amour les plus nobles qui soient, parce qu'il dit « Je te vois vraiment, je vois de quoi tu as besoin. Et je suis prêt à m'adapter pour que tu le reçoives. » Il y a aussi quelque chose de très important que Christophe André veut aborder avant de terminer. Et c'est la question du soin de soi dans la relation. Parce que l'une des erreurs les plus fréquentes que font les couples, en particulier ceux qui ont vécu beaucoup d'années ensemble et qui ont traversé des épreuves, c'est de croire que s'occuper de soi est un acte égoïste, que mettre ses propres besoins en avant, même momentanément, c'est trahir le couple. C'est une erreur profonde. Et Christophe André, avec sa douceur habituelle, mais avec une fermeté que ceux qui le connaissent reconnaîtront, dit « Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. » Un arbre qui n'est plus nourri par ses racines ne peut pas offrir de l'ombre à ceux qui cherchent un abri sous ses branches. Le soin de soi dans le couple, ce n'est pas l'individualisme, ce n'est pas la fuite. C'est une condition préalable à la générosité. Quand vous prenez soin de votre santé physique et mentale, quand vous cultivez vos propres intérêts, vos propres moments de silence et de ressourcement, vous revenez dans la relation avec quelque chose à offrir. Vous revenez avec de la présence, avec de l'énergie, avec cette plénitude intérieure qui rend possible la vraie rencontre. Et cela signifie aussi parfois avoir des conversations difficiles. Dire « J'ai besoin de temps pour moi », pas comme une accusation, pas comme un reproche, mais comme une information sur votre état intérieur que vous partagez avec votre partenaire parce que vous lui faites confiance pour la recevoir. Ces conversations, Christophe André les appelle les conversations de soins mutuels, et elles sont, selon lui, l'un des signes les plus sûrs qu'un couple est en bonne santé. Parce qu'un couple sain n'est pas un couple sans besoins individuels. C'est un couple où chacun peut exprimer ses besoins sans craindre que l'autre se sente menacé ou abandonné. Bueno, mieux vaut dire les choses clairement, un couple sain, ce n'est pas deux personnes fondues l'une dans l'autre. C'est deux personnes entières qui ont choisi de marcher côte à côte. Deux arbres dont les racines se rejoignent sous la terre, mais dont les branches s'élèvent librement vers le ciel. Pourquoi ceux qui ont tant aimé finissent-ils par se perdre si complètement ? Peut-être parce qu'ils ont cru qu'aimer quelqu'un, c'était disparaître en lui, ou le faire disparaître en soi. Alors qu'aimer, vraiment aimer, c'est garder l'autre vivant dans sa différence. C'est désirer non pas que l'autre devienne comme vous, mais qu'il devienne davantage lui-même. C'est offrir de l'espace autant que de la proximité, de la liberté autant que de la sécurité. Et maintenant, pour ceux qui sentent qu'il y a du chemin à faire, pour ceux qui se reconnaissent dans les scènes décrites ici, dans cette femme qui ne dort plus, dans ce silence qui s'est installé sans qu'on le veuille, Christophe André veut vous offrir quelque chose de concret. Un protocole simple que vous pouvez commencer dès ce soir. Pas demain, ce soir. Ce protocole, il l'appelle les 3 gestes de reconnexion. Et il est composé de 3 actes très simples, à pratiquer chaque jour pendant 30 jours. 30 jours, pas plus. Parce que Christophe André sait que les grands changements commencent par de petits engagements tenus dans le temps. Le premier geste,
Chaque matin, avant que la journée commence, avant les téléphones, avant les nouvelles, avant les listes de tâches, regardez votre partenaire dans les yeux pendant 10 secondes. 10 secondes seulement. Avec un sourire, pas un sourire de façade. Un sourire qui dit « Je suis content que tu sois là ». Ce regard, ce micro-moment de connexion, programme quelque chose dans le cerveau de chacun. Il dit « Nous commençons cette journée ensemble, pas en parallèle, ensemble ». Le deuxième geste, une fois dans la journée, envoyez à votre partenaire un message, pas une information pratique. Pas un rappel ou une question logistique, un message qui dit quelque chose de vrai, une pensée qui vous est venue. Un souvenir agréable, une observation sur quelque chose que vous avez vu et qui vous a fait penser à lui ou à elle. Ce geste traverse la distance physique. Il dit « Tu es dans mes pensées » et pas de la façon pesante dont je vous en ai parlé au début, mais de la façon légère et lumineuse dont une personne aimée peut habiter notre journée comme une douce lumière filtrée dans un couloir. Le troisième geste, chaque soir, avant de dormir, nommez une chose, une seule, quelque chose que vous avez apprécié chez votre partenaire aujourd'hui. Cela peut être infime, la façon dont il a ri, la façon dont elle a géré une situation difficile, le fait qu'il ait pensé à acheter du pain, peu importe la taille du geste, c'est l'acte de nommer qui compte, parce que nommer, c'est rendre réel. Et rendre réel ce qu'on apprécie chez l'autre, c'est construire, brique par brique, l'édifice de la gratitude sur lequel une relation durable peut reposer. 30 jours de ces 3 gestes. Et Christophe André vous dit, avec toute son expérience et avec la conviction tranquille de quelqu'un qui a vu des couples se transformer, que quelque chose aura changé. Pas miraculeusement, pas de façon dramatique, mais dans l'atmosphère, dans la façon dont vous vous regardez, dans la légèreté qui commence à revenir, comme les premières feuilles après un long hiver. Et pour les couples qui traversent des difficultés plus profondes, pour ceux où la blessure est ancienne et la distance grande, Christophe André veut dire ceci avec toute sa tendresse. Le travail avec un professionnel, un thérapeute de couple, un psychologue, n'est pas un aveu d'échec. C'est un acte de courage et d'intelligence. C'est décider que cette relation mérite qu'on lui donne les meilleurs outils disponibles. Et il n'y a aucune honte à demander de l'aide pour quelque chose d'aussi important que l'amour. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'autonomie, qui valorise se débrouiller seul, qui considère parfois comme une faiblesse le fait d'avoir besoin d'un guide. Mais Christophe André rappelle que même les jardiniers les plus expérimentés demandent parfois l'avis d'un autre jardinier, que même les navigateurs les plus habiles utilisent des cartes et des boussoles, et que chercher de l'aide pour son couple, c'est faire preuve du même amour intelligent que celui qui emmène quelqu'un qu'il aime chez le médecin quand il est malade. Non pour que quelqu'un d'autre guérisse la relation à sa place, mais pour avoir les bons outils au bon moment. Il y a une dernière chose que Christophe André veut partager avec vous. Et c'est peut-être la plus importante de tout ce qui a été dit ici. C'est quelque chose qu'il a appris non pas dans les livres, non pas dans les études scientifiques, bien qu'elles le confirment, mais dans les milliers d'heures passées à écouter des êtres humains parler de leur vie intérieure, de leurs amours, de leurs regrets et de leurs espoirs. Ce qu'il a appris, c'est ceci. Les gens qui ont les relations les plus riches, les plus vivantes, les plus durables, ne sont pas ceux qui n'ont jamais connu la difficulté. Ce sont ceux qui ont choisi, encore et encore, de se retourner vers l'autre plutôt que de se retourner vers eux-mêmes en fermant la porte. Ceux qui ont appris, parfois douloureusement, à dire « je suis là », même quand c'est difficile, même quand je suis fatigué, même quand je ne sais pas comment faire. Je suis là. C'est cela, la présence, pas la perfection, pas l'absence de conflit ou de maladresse. La présence, cette décision répétée, quotidienne, humble et extraordinaire d'être là pour quelqu'un d'autre. Et si quelqu'un occupe trop vos pensées ce soir, si cette personne est votre partenaire,
Si ces pensées sont lourdes et pesantes, si elles vous tiennent éveillé avec cette tension qui s'accumule quelque part derrière les yeux comme une pression douce mais constante qui ne vous laisse pas en paix, alors Christophe André vous dit, cette pensée est une porte. Elle vous dit que quelque chose d'important attend d'être dit, d'être fait, d'être offert. Ouvrez cette porte, pas violemment, pas avec toutes vos peurs et tous vos reproches, mais doucement, avec curiosité, avec cette même tendresse que vous aviez quand tout était encore possible. Parce que tout est encore possible, pas de la même façon qu'au début, mieux qu'au début. Avec la profondeur de ceux qui ont traversé des saisons ensemble et qui savent maintenant, vraiment, ce que signifie tenir. Pourquoi ceux qui ont tant aimé finissent-ils par se perdre si complètement? Peut-être pour pouvoir se retrouver, avec plus de conscience, avec plus de gratitude, avec ces yeux-là, les yeux de ceux qui savent ce qu'ils ont failli perdre et qui décident ce soir de choisir à nouveau. Il n'est jamais trop tard pour planter quelque chose de nouveau dans une terre qui a déjà porté de la vie. Et les fleurs qui poussent après la tempête ont des racines plus profondes que celles qui n'ont jamais connu le vent. Prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez avec cette présence tranquille et cette douceur courageuse qui transforme les maisons en foyers et les partenaires en compagnons de vie véritable.